Merci à vous toutes et tous pour être là. Je suis ravi de vous accueillir ce soir, d'accueillir le professeur Antoine Picon parmi nous ici à l'École nationale supérieure d'architecture de Saint-Étienne. Comme vous le savez, ce soir, on va donc conclure notre cycle de conférences dédié à la question de la construction. Pour moi, c'est doublement un plaisir de vous retrouver ici. C'est un parcours qu'on a commencé avec un nouveau dispositif, donc un dispositif des cycles de conférences qui ont commencé, comme vous le savez, déjà en automne 2024, un cycle de conférences que j'ai eu la chance de co-diriger avec Marc Immense et pour lesquels donc on a accueilli ici, une fois chaque mois, des figures très différentes, avec des expertises disciplinaires très différentes, des profils différents, entre l'histoire de l'architecture et de la construction, entre la théorie de l'architecture, la culture du projet architectural, la culture du patrimoine, évidemment tout ce qui est le monde du débat architectural et de la profession en architecture. Donc pour conclure ces cycles, après une série de conférences, celles de printemps, qui ont été dédiées à la question de la construction vue par les biais de ce qui est une pratique d'architecture active. Donc on a eu des praticiens de différentes générations, avec différentes intentions. On se souvient il y a un mois, les professeurs Sobek, introduits par Marc Immense. Eh bien, pour conclure, je voulais un peu revenir sur ce qui étaient les points de début, les points de départ, avec ce questionnement sur qu'est-ce que c'est la construction et qu'est-ce que c'est aussi la construction à l'intérieur et à l'extérieur de l'acte de bâtir en soi-même. Donc on a vu la question de la construction sous un angle très large. Et donc pour conclure, on a la chance ce soir d'accueillir le professeur Antoine Picon. On a ce soir un petit créneau à disposition pour entendre le professeur Picon. Donc si je devrais faire l'exercice de résumer les différentes activités entre l'enseignement, l'activité académique, les publications scientifiques du professeur Picon, je lui enlèverai malheureusement trop de temps à ce qui sera son exposé ce soir. Donc je préférerais juste être très synthétique et donner à vous toutes et tous, pour qui ne les connaît pas encore, à travers ses publications et son activité riche, quelques informations pour encadrer Antoine Picon. Professeur d'histoire de l'architecture et de la technologie à la Graduate School of Design à Harvard, aux États-Unis. Le professeur Picon dirige aussi l'école doctorale en architecture, paysage et urbanisme dans la même école. Ingénieur, architecte et historien, il étude les liens entre espace architectural, technologie et société entre le XVIIIe siècle et aujourd'hui. Parmi les publications qui m'ont traversé dans ce qui a été ma formation dans l'histoire de l'architecture, il y a French Architects and Engineers in the Age of Enlightenment, qui analyse les transformations de l'architecture, de l'ingénierie et de la gestion du territoire au XVIIIe siècle. J'ai aussi envie de vous nommer ce soir une autre publication qui m'a très intéressé, qui est Les Saint-Simoniens, Raison, Imaginaire et Utopie, édité en 2002. Antoine Picon s'est aussi dédié avec nombreux ouvrages sur ce qui est une question tout à fait actuelle qui vous traverse, je l'espère, chaque jour. C'est la question du numérique. Qu'est-ce que c'est le numérique en architecture? Je pose la question, évidemment, ce ne sera pas à moi de vous donner la réponse ce soir. Dans ces domaines, je cite des publications telles que Digital Culture in Architecture, 2010, Smart City, 2013, et aussi ce qui a été la publication Materiality of Architecture, qui examine comment les technologies numériques transforment la matérialité architecturale. J'aime aussi citer un de ses derniers ouvrages, Nature urbaine, une histoire technique et sociale, édité en 2024, qui traite de la présence de la nature en ville, à la fois sur le plan technologique et social. Pour terminer, je me permets aussi de nommer quelqu'un des plusieurs reconnaissances et prix qu'Antoine Picon a reçu pendant sa carrière, comme la médaille de la ville de Paris et la médaille de Georges Sarton. Je les cite aussi comme membre de l'Académie des technologies et de l'Académie d'architecture à Paris, et aussi sa présidence à la Fondation Le Corbusier,
de 2013 à 2024. Donc, professeur Picon, je vous remercie énormément pour être parmi nous ce soir. Et donc, je vous laisse la parole. Bien, bonsoir. Ça me fait très plaisir d'être ici parce que c'est la première fois que je viens à l'école d'architecture de Saint-Étienne, bien que je sois né dans cette bonne ville il y a très très longtemps. Oui, tout le monde. En fait, je suis né à Saint-Étienne, d'une famille stéphanoise, mais il y a longtemps, très longtemps. Bien, alors on va partir du fait que les relations entre architecture et construction sont loin d'être simples. Une partie de la complexité vient du fait que l'architecture utilise la construction, mais ne s'y réduit pas, et ce qu'elle recherche le plus souvent, c'est à rendre la construction expressive. Cette recherche de l'expression peut entrer parfois en conflit avec les logiques constructives proprement dites, et je vais y revenir dans un instant. Alors, les relations entre architecture et construction ont d'autre part considérablement varié au cours des siècles. Elles sont en particulier très différentes de part et d'autre, et mon exposé va beaucoup s'articuler de part et d'autre de cette espèce de frontière, de fracture que représente le passage des sociétés traditionnelles, c'est-à-dire, disons grosso modo, de la Renaissance au XVIIIe siècle, ce qu'on appelle parfois en histoire les sociétés pré-industrielles, et puis les sociétés industrielles à partir du XIXe siècle. Alors, je parlerai pas mal de cette fracture, et puis je vais évidemment parler de cette autre fracture que représente ce qu'on appelle souvent l'Anthropocène, c'est-à-dire ce qui se passe aujourd'hui. Alors, c'est finalement à l'intersection de ces deux questions, finalement, l'architecture et construction, problème compliqué, et puis d'autre part, considérable évolution de part et d'autre d'un certain nombre au moins deux fractures que je vais essayer de structurer mon exposé. J'ajoute que, comme ça faisait longtemps que je n'étais pas venu à Saint-Étienne, du coup j'ai essayé de faire quelque chose de nouveau et pas de me répéter complètement. Du coup, soyez gentils avec moi, tout n'est pas totalement au point, même si, bon, les idées, c'est des idées sur lesquelles je réfléchis pour certaines depuis assez longtemps. Alors, une des choses, finalement, qui structure aussi le propos, c'est de dire que quand on regarde ce qui se passait hier, c'est-à-dire avant l'industrialisation, et ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire à l'ère du numérique et de l'Anthropocène, on a parfois l'impression du retour de choses qui existaient il y a très longtemps. On va voir ça sur les matériaux, par exemple, etc. Alors, il faut se garder quand même de l'impression que l'histoire se répète. Comme disait fameusement Mark Twain, elle bégaye, mais elle ne se répète pas. Mais je pense que le bégayement permet parfois de mieux saisir ce qu'il y a d'unique aujourd'hui. Une des choses auxquelles je crois profondément, c'est que dans une école d'architecture, l'un des rôles de l'histoire, c'est pas forcément de tout réduire, enfin d'expliquer que tout ce qui se passe aujourd'hui s'explique par le passé, mais c'est plutôt de se servir du passé pour rendre le présent presque plus vivant, avec des couleurs plus vives, etc. Donc c'est un peu ça que je vais essayer de faire. Alors, on va commencer en fait pour cette idée que les choses sont compliquées par un bâtiment qui est très célèbre dans l'histoire de l'architecture américaine, qui est le Wainwright Building de Louis Sullivan, qui est généralement présenté comme la première fois où Louis Sullivan arrive à une formulation claire de ce qu'est un immeuble de grande hauteur avec une structure en acier. Et les textes de Sullivan semblent décrire ce truc, etc. Donc, et puis je rappelle, Sullivan est l'auteur du fameux Form Follows Function, etc., etc. Donc on se dit, là, on tient du solide, ça exprime la structure en acier, etc. Sauf que, quand on regarde comment c'est construit, on se rend compte qu'une colonne sur deux n'a pas d'acier. Et en fait, elle n'est pas vraiment complètement porteuse. Donc en fait, Sullivan, il triche, et il triche, et en plus, il ornemente le truc. Et en fait, il triche, mais c'est finalement plus intéressant de tricher, parce que si vous imaginez cette façade avec juste une colonne sur deux, là où il y a de l'acier uniquement, elle devient un peu molle. Alors que là, si vous resserrez tout ça, etc., ça semble exprimer mieux qu'une ordonnance plus lâche, l'espèce de nervosité de l'âge industriel, de l'âge de l'acier triomphant, etc. Du coup, l'architecture ment pour exprimer une vérité d'ordre supérieur, en tout cas c'est ce que pense l'architecte, et puis il va jouer aussi sur l'ornement qui semble presque comprimé entre cette espèce de staccato de colonnes pour exprimer encore plus cette idée d'une architecture de l'ère industrielle. Alors, où est-ce que je veux en venir dans tout ça? C'est que finalement, ça, c'est un peu une fiction.
et que le rapport entre architecture et construction, il n'est pas réductible uniquement à du rationnel, etc. Il est en partie fictif. Mais en même temps, chez beaucoup de concepteurs, notamment pendant la période moderne, c'était quelque chose d'un peu gênant, cette histoire. Et d'ailleurs, souvent, on oubliait, sur le Wainwright Building, on oubliait de signaler qu'il n'y avait pas de l'acier partout, parce que c'était un peu embêtant, etc. Alors, d'où vient la gêne qu'on ressent? Ça va être une des questions que je vais essayer d'analyser avec vous, en le liant à l'émergence de la notion de structure au XVIIIe siècle, et puis aussi l'idée de vérité du matériau qui naît au cours du siècle suivant, des choses qui sont en train aujourd'hui de se dissoudre en partie. Donc on va parler un peu de ça pour essayer de mieux comprendre. Alors avant l'âge industriel, avant le XVIIIe, XIXe siècle, ma première coupure, si vous voulez, l'idée que l'architecture et la construction, il y avait des aspects très fictionnels, c'était très évident. Si vous prenez par exemple, c'est un détail de la façade du Grand Trianon de Versailles, vous avez des colonnes, puis vous avez un linteau, sauf que les colonnes et le linteau sont faux. C'est en fait un plaquage de marbre, etc. Et en fait, on évoque la structure finalement des colonnades gréco-romaines. Et évidemment, ce n'est pas une colonnade gréco-romaine, c'est un mur. Mais ça dérange personne. Encore plus fictif, ce que fait Giuliano Romano au Palais du Thé à Mantoue, dans lequel en fait le mur il est en briques. Et tout ça, c'est finalement un travail de revêtement, etc. Et puis, vous voyez, il pousse la perversité jusqu'à imaginer qu'ici, vous avez des triglyphes qui se décrochent, histoire de rendre la chose plus amusante. On est finalement dans une espèce de fiction totalement assumée. Alors, comment se fait-il qu'à partir d'un certain moment, on va moins assumer cette fiction constructive? Et où en est-on aujourd'hui? Ça va faire partie des choses dont je vais essayer de parler. Alors, encore une fois, avant... Je dirais pendant très longtemps, on pourrait dire de la Renaissance au XVIIIe siècle, l'idée qu'on était dans la fiction, ce n'était pas très gênant. Ça explique aussi une chose assez étonnante. Je ne sais pas si vous... Bon, je ne pense pas que vous ayez beaucoup réfléchi à ce qu'était la tradition vitruvienne, c'est-à-dire tous ces gens qui se réclamaient de l'architecture gréco-romaine à partir de la Renaissance. Mais il y a quand même un paradoxe énorme à partir de la Renaissance, c'est que tout le monde se réclame des temples gréco-romains. Mais en fait, si vous regardez l'architecture de la Renaissance, l'architecture baroque, etc., ça n'a pas grand-chose à voir avec les temples antiques. Et en fait, ça, c'est la chapelle des Pazzi de Brunelleschi. Vous avez quand même, bon, là, des vraies colonnes, mais globalement, la chapelle des Pazzi, c'est une coupole derrière, et ce n'est pas du tout une structure de temple à l'ancienne. Donc là encore, on est dans une espèce de fiction complexe, dans laquelle l'architecture se mêle à la construction, mais selon des modalités qui ne sont pas celles du rationalisme constructif. Donc c'est un peu de ça dont je voudrais essayer de traiter. Alors on va rester dans le passé un certain temps, et puis ensuite on va aller dans le présent et regarder un peu en quoi le présent, ça évoque, encore une fois, des bégaiements de l'histoire, mais aussi des choses relativement nouvelles. Ça va jusqu'à présent? Bon. N'hésitez pas à intervenir... malgré tout, bien que Trump essaye de faire taire à tout prix les étudiants américains, j'ai plutôt l'habitude quand même de... N'hésitez pas à poser des questions. Alors, je vais en venir à quelque chose d'un peu surprenant quand même, c'est que la notion de structure telle qu'on la connaît aujourd'hui, l'idée d'ossature, tout ça, ce n'est pas une notion absolument évidente pendant longtemps. Je dirais l'architecture de la Renaissance souvent mêle, je dirais, ce qu'on appelle parfois la fabrique, c'est-à-dire la façon dont les choses sont construites, et puis la façon dont les choses sont décorées, l'ornement, l'ordonnance, etc., sans que ça soit facile à démêler. Et il y a beaucoup d'ailleurs de parties d'ouvrage, les colonnes, on ne sait pas très bien si c'est de l'ordre de ce qu'on appellerait aujourd'hui la structure, ou si c'est de l'ordre de l'ornement. Alors, lié à ça, des choses un peu surprenantes aujourd'hui. Bon, aujourd'hui, on s'extasie toujours sur la construction du dôme de Florence de Brunelleschi, sans échafaudage qui descend au sol, avec une structure, ce qu'on appelle aujourd'hui une structure très intéressante. Ce n'est pas ce qui frappe le plus les contemporains. Bien sûr, ils admirent l'ingénierie, mais ce qui frappe le plus les contemporains, c'est les proportions, c'est la façon dont ce dôme s'installe au-dessus de la ville, dans un cadre naturel de collines, etc., etc. Alors, il n'y a pas trop de perception qu'il y aurait quelque chose de caché derrière, finalement, la matérialité de l'architecture qui serait finalement des principes structurels. Ça va jusqu'à présent? Bien. Alors,
ça change au cours du XVIIIe siècle. Et ça change en relation avec un certain nombre. Alors là, j'ai écrit des tonnes de trucs, des kilomètres de trucs sur cette évolution, mais je vais essayer de simplifier juste pour rendre sensible 2-3 trucs. Première chose, on va devenir de plus en plus sensible au fait qu'il est peut-être possible d'imaginer des choses beaucoup plus compliquées encore que des voûtes finalement en berceau ou des coupoles, etc., des systèmes dans lesquels on canalise les forces, on les conduit parfois à la périphérie des édifices. Et là, il y a un modèle qui commence à intéresser les gens, un modèle dont s'était peu soucié jusque-là, on l'avait un peu oublié, qui est le gothique. Et notamment, l'arc-boutant commence à fasciner les gens du XVIIIe siècle, qui vont mettre d'ailleurs des arcs-boutants dans certaines de leurs églises, en les cachant, mais enfin quand même, avec l'idée finalement que les agencements mécaniques qui permettent aux bâtiments de tenir peuvent être plus compliqués que simplement le tas de charges verticales. Okay, donc ça, c'est une première chose. Toujours lié au gothique, l'idée qu'il y a une espèce de performance, que la minceur, et qu'on va commencer à considérer comme appartenant à un ordre qui n'est pas celui de l'architecture au sens traditionnel, faire plus mince, ça peut être intéressant. Et du coup, le côté vertigineux du gothique, qui était pendant longtemps plutôt problématique. On n'aimait pas trop, disons, l'élancement gothique qui paraissait contraire aux règles de la bonne proportion. Au XVIIIe siècle, on commence à s'intéresser à ça en disant c'est quand même gonflé, ça marche quand même de façon étonnante, etc. Alors là, vous avez évidemment les voûtes de Beauvais, les plus hautes voûtes gothiques construites en France et même dans le monde. Alors là où on voit que les choses commencent à devenir un peu problématiques, c'est qu'au XVIIIe siècle, on commence à dire finalement ce qu'on va appeler bientôt la structure gothique, c'est bien, mais alors la déco, c'est quand même une catastrophe. Alors là aussi, aujourd'hui, c'est un peu compliqué, parce que quand on voit par exemple les détails de la façade de Rouen, on trouve ça merveilleux, etc., etc. Au XVIIIe siècle, on trouve que c'est quand même barbare. Ça n'obéit pas aux règles de la bienséance architecturale, ça ne suit pas les principes gréco-romains, etc., etc. Alors, ce que vous voyez se profiler du coup, c'est ce qui va être un des énormes problèmes de l'architecture à partir de la fin du XVIIIe, début du XIXe, qui est la divorce entre le structurel et l'ornemental, avec la possibilité finalement d'avoir des ornements qui n'ont rien à voir avec la façon dont c'est construit, etc. Et si finalement l'architecture n'était juste qu'une peau sur un squelette qui pourrait être conçu par des ingénieurs ou d'autres, etc. Ça va? Vous me suivez toujours? Bon, alors ça va donner... Alors là où on voit que les choses évoluent, vous avez tous on a dû vous bassiner à un moment ou un autre dans vos études avec la cabane primitive de l'abbé Laugier, vous l'avez tous eu, celle-là? Bon, la cabane de l'abbé Laugier, c'est quoi? C'est un espèce de squelette. Et d'ailleurs, l'abbé Laugier va explicitement se référer aux églises gothiques en disant finalement, on avait un peu perdu la minceur un peu structurelle de la cabane, on va la retrouver. Et alors, ça va donner naissance à des compromis assez bizarres, où par exemple, Soufflot, là aussi vous avez dû voir ça, au Panthéon, à l'église Sainte-Geneviève, rebaptisée Panthéon sous la Révolution, va se proposer de réconcilier l'élancement gothique et la bienséance des ornements à la grecque. Alors ça donne des colonnes isolées extrêmement fines, etc., censées évoquer le gothique, et puis des ornements qui sont plutôt les ornements gréco-romains. Donc vous voyez, on est quand même au milieu d'une situation un peu compliquée, avec une architecture finalement qui se demande un peu comment s'orienter dans tout ça. Alors le problème va s'aggraver avec l'émergence d'un nouveau matériau de construction qui était resté jusque-là très marginal dans le champ de la construction, qui est le fer. Avec notamment un problème, c'est que le fer, c'est à peu près 60 fois plus résistant que la pierre. Donc du coup, vous pouvez avoir littéralement un squelette, et qui n'a pas grand-chose à voir avec l'architecture, avec les proportions de l'architecture au sens traditionnel. Et ça va être finalement, qu'est-ce que c'est que ces nouvelles constructions? Le Crystal Palace de 1851 de Paxton, en fait, l'architecte anglais sont très très mitigés devant ce truc, ça plaît au public, mais en fait Paxton n'aura jamais la médaille de l'Institut britannique des architectes, parce que les architectes sont réticents, qu'est-ce que c'est que ce machin? Et on comprend mieux du coup des gens comme Labrouste, qui essayent finalement de réarchitecturer, de ramener dans le giron de l'architecture la question du fer, mais évidemment, là, vous avez tout d'un coup la structure devient un élément complètement visible de l'architecture. Ça va jusqu'à présent? Bien.
Alors, où est-ce que je veux en venir? Ça va rester un problème tout au long du XIXe siècle, parce que vous avez des tas de structures qui, en fait, ne sont pas vraiment dessinées par des architectes, mais qui sont quand même spatialement intéressantes. Si vous prenez le train de Paris pour Londres, vous arrivez à St. Pancras, et la grande voûte de Barlow et Ordish, c'est un chef-d'œuvre d'ingénierie qui a assez peu de rapport avec l'architecture néogothique de la gare, enfin du bâtiment de la gare. Donc, une espèce de tension à l'intérieur de l'architecture. Alors, les modernes vont, en général, les modernes vont se dire il faut réunifier tout ça, il faut reconquérir le territoire perdu qu'on a laissé filer chez les ingénieurs. Et je dirais beaucoup d'architectes du mouvement moderne vont se réclamer d'une pensée structurelle qui serait enfin complètement assimilée par l'architecture. Domino de Le Corbusier, c'est aussi ça, on part de la structure, etc. Alors il y a quand même des éléments un peu foireux dans ce que dit Le Corbusier, parce que par exemple, Domino, un des arguments, c'est qu'on peut faire n'importe quoi sur la façade, puisque les poteaux sont à l'intérieur. Mais si on peut faire n'importe quoi sur la façade, est-ce que la structure est réellement exprimée? Enfin, vous voyez, c'est parti. Alors la fenêtre en longueur, c'est un des moyens d'exprimer la structure, parce que si vous avez une fenêtre en longueur, un bandeau tout le long, c'est que vraiment les poteaux sont à l'intérieur. Mais ça reste compliqué. Alors, le problème reste aussi une question très irritante, quid du décor? Alors les modernes vont prendre une attitude extrêmement radicale à la suite d'Adolphe Loos, et on va le supprimer, et ça va donner l'espèce on reste toujours chez Le Corbusier, à la Villa Savoie, cette espèce de purisme de la façade, débarrassée de l'ornement, parce que structure-ornement, c'était de toute façon un problème qu'on n'arrivait pas à résoudre. Bon, ça c'est fin de la première chose que je voulais mentionner. Deuxième chose que je voulais mentionner maintenant, de part et d'autre, là encore, de cette coupure entre pré-industriel et société industrielle, un changement d'attitude face aux matériaux. Et ça, c'est une question importante par rapport à aujourd'hui. Changement d'attitude face aux matériaux, ce qu'il faut bien réaliser, c'est que pendant longtemps, les hommes ont vécu dans un monde dans lequel il y avait peu de matériaux, des matériaux qui restaient pour la plupart proches de la nature. La pierre, par exemple, on savait qu'il fallait l'utiliser d'une certaine façon. Le bois, il fallait couper le bois à certains moments dans certaines parties de la forêt, etc., etc. Des matériaux en faible nombre qu'on maîtrisait relativement, mais avec des limites, etc. Et avec dans l'idée de ne pas oublier quand même que pendant des siècles, les êtres humains ont vécu plutôt... Le principal matériau, c'était le bois. Le bois, ça gonfle, ça moisit, etc. Et l'idée finalement que la matière était vivante, qu'elle avait des propriétés qui étaient parfois difficiles à cerner. Ça, c'est un des problèmes énormes pendant très longtemps. Par exemple, une des choses qui a freiné l'utilisation du fer, c'est que les propriétés du fer étaient extrêmement variables d'un endroit à l'autre, etc. Alors, en allant un peu plus loin, il n'y avait pas non plus de distinction entre ce qu'on appellerait aujourd'hui ce qui est de l'ordre du matériau, ce qui est de l'ordre de la structure, avec des fois des choses un peu étonnantes, dans laquelle on utilisait, ça c'est un collègue qui avait étudié de bizarres liaisons dans la maçonnerie nantaise et qui avait découvert qu'en fait c'était des os de vache. Donc en fait à Nantes, pendant plusieurs siècles, quand vous vouliez en fait articuler de la maçonnerie de façon un petit peu compliquée, vous preniez des os de vache et puis vous les mettiez dedans. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en fait la distinction entre matériaux inorganiques, organiques, tout ça, n'avait pas grand sens. On vivait dans cette espèce de monde où tout était un peu vivant, etc. Alors, la révolution industrielle, là aussi, et le fer va jouer un très grand rôle, parce que tout d'un coup, on va avoir des matériaux beaucoup plus inertes. Le fer, surtout, enfin, à partir du moment où on aura l'acier, etc., ça ne se corrompt pas, c'est beaucoup plus pur, etc., et avec une distinction beaucoup plus forte entre structure et matériaux. Bon, vous n'êtes pas, je pense, pétri d'émotion devant cette image. C'est en fait le convertisseur Bessemer, qui est une des façons d'obtenir de l'acier autour de 1850-1860. Bon, vous savez que pour l'acier, il faut décarboner la fonte, et donc, en fait, c'est une espèce de... vous faites une espèce de soupe, et vous injectez de l'oxygène dedans, et vous avez de l'acier. Alors, de la même façon,
au cours du XVIIIe siècle et surtout à partir du XIXe, on va essayer de stabiliser les propriétés des matériaux. Plus question d'avoir des matériaux comme les os de vache ou autres dont on ne maîtrise pas très bien les propriétés. On va s'intéresser à la dureté de la pierre. Ça, c'est une des premières machines inventées pour tester la résistance à la compression des pierres. Et puis, on va tout tester, élaborer des normes, des standards, etc., etc. Et bon, ici, par exemple, Hennebique, à la fin du XIXe siècle, au moment où on commence à construire en béton armé, va faire test sur test pour voir ça résiste comment en fonction de la façon dont vous avez mis les ferraillages, etc., etc. Alors, ça a plusieurs conséquences, cette histoire. La première, c'est qu'évidemment, on va rentrer dans un monde de plus en plus précis, dans lequel les matériaux sont définis avec beaucoup plus de rigueur. Par exemple, on va standardiser la composition des fers. Et vous aurez des fers de différentes natures, mais vous saurez ce que vous achetez et vous saurez aussi les propriétés que vous êtes en droit d'attendre. Ça va jouer un rôle très fondamental dans l'évolution de la construction. Alors, du coup, ça va, se conjuguant avec la mécanisation, ça va entraîner les débuts du discours sur l'industrialisation. C'est-à-dire, pour pouvoir industrialiser, il faut être à peu près sûr que les matériaux que vous utilisez sont standards, etc., etc. Et finalement, ça va être tout le début du discours moderne sur la standardisation. Alors, grosse évolution aussi, dont vous n'êtes sans doute jamais avisé, mais lorsque vous construisez en milieu traditionnel, vous avez en général peu de matériaux. Il y a peu de matériaux jusqu'au XVIIIe siècle, à peu près partout, en France, en Europe, etc. Vous construisez d'ailleurs plutôt localement, avec des matériaux locaux. Ça coûte très cher de transporter les matériaux sur des longues distances, etc. Donc peu de matériaux, donc peu de variétés, mais beaucoup de variations. Il n'y a pas deux tuiles qui sont pareilles, parce que les choses ne sont pas mécanisées, etc., etc. Bon, le monde moderne, ça va être construit sur l'hypothèse exactement inverse. Vous allez avoir des produits de plus en plus standardisés, d'ailleurs qui vont être vendus sur catalogue. Alors là, c'est de la tuile, mais ça, c'est les tuileries, la production d'une tuilerie à la fin du XIXe siècle. Chaque truc est identique, c'est moulé mécaniquement, etc. Mais simplement, on a remplacé la variation d'une tuile à une autre par la variété. C'est-à-dire que vous avez une quantité de produits dont le nombre explose, etc. Du coup, d'ailleurs, le problème de l'architecte change. Sous l'Ancien Régime, dans la plupart des sociétés traditionnelles, l'architecte essaye quand même de limiter un peu la variation des choses, des pierres, etc. Le problème de l'architecte moderne, c'est qu'en fait, il va très souvent avoir des produits standardisés, mais il va falloir choisir lesquels au milieu d'un catalogue qui peut donner le vertige. Déjà au XIXe siècle, la variété des produits peut donner le vertige. Et puis il y a quelques années, si vous vous souvenez de la biennale de Rem Koolhaas, tournait beaucoup autour de cette idée, finalement, est-ce que l'architecture aujourd'hui, ça se réduit à acheter des produits sur un marché, etc. Alors, progressivement aussi, dans cette histoire, va s'introduire une autre idée un peu bizarre, qui est que les matériaux, au sens moderne, ces trucs qui moisissent plus forcément, qui n'ont plus grand-chose à voir nécessairement avec le vivant, etc., et bien, comme ils ont des propriétés stables, ils induisent un certain type d'usage. Et va s'introduire l'idée de vérité du matériau, avec laquelle il ne faut pas tricher. Alors, curieusement, le premier qui formule ça de façon à peu près claire, c'est quelqu'un qui est assez anti-technologique, qui est John Ruskin, qui est un critique d'art anglais extrêmement influent au milieu du XIXe siècle, et qui explique qu'en architecture, une autre atteinte à la vérité, une fausseté concernant la nature des matériaux. Et c'est le signe d'une singulière dégradation dans les arts. C'est mal de ne pas utiliser les matériaux comme on devrait. Et en France, il y a une polémique qui éclate dans les années 1850 parce qu'un architecte qui s'appelle Louis-Auguste Boileau a eu l'idée assez bizarre de construire une église gothique avec des arcades en fonte. Et Viollet-le-Duc, qui est à l'époque le grand maître finalement de la référence à l'architecture du Moyen-Âge, s'indigne en disant la fonte, ça ne doit pas s'utiliser comme ça, les ogives, ce n'est pas la vérité de l'architecture en fonte. Et ça conduira Viollet-le-Duc à des propositions assez audacieuses dans lesquelles, vous voyez, il préconise par exemple l'utilisation du pilotis, etc., qui serait plus vrai que l'ogive en fonte, qui est une aberration. D'une certaine façon, qu'est-ce qui gêne parfois certains architectes dans des trucs comme ce que faisait Sullivan au tout début de mon exposé?
c'est que c'est un peu triché par rapport à la structure et peut-être triché par rapport aux matériaux, parce que, en fait, oui, bon, d'accord, ça communique un peu l'état d'esprit industriel, etc., de la fin du 19e, mais ça ne communique pas les vraies performances du matériau. OK ? Bien. Alors, dernier point dans cette histoire, le monde qui naît finalement sur les décombres de ces sociétés traditionnelles, le monde industriel, c'est un monde qui va présenter un certain nombre de caractéristiques dont nous avons aujourd'hui de grandes peines à nous déprendre. Première chose, on va se proposer de conquérir l'espace, mais aussi le temps. Alors, conquérir l'espace, qu'est-ce que c'est ? Alors, il n'est pas inutile d'ailleurs de se rappeler que le livre principal de Siegfried Giedion, le grand historien, disons un peu idéologue de la modernité, s'appelle Espace-temps architecture, Space, Time and Architecture. Et en fait, finalement, l'architecture moderne va se vouloir partie intégrante de cette modernité plus générale qui essaye de faire rétrécir l'espace aux moyens d'infrastructures, aux moyens de communication modernes. On ira du télégraphe au téléphone et du téléphone à l'Internet, etc., etc. On va faire rétrécir l'espace, mieux le contrôler, etc. Un espace qui est placé sous le signe de la circulation, d'une circulation effrénée des choses et sur les longues distances. Comme par hasard, la couverture d'une des éditions de Giedion sort d'une énorme autoroute, et pour nous expliquer qu'en fait, de l'autoroute à l'architecture moderne, ça fait partie du même projet moderne de conquérir la planète. Avec d'ailleurs une autre idée très forte, c'est que comme sur une planète sauvage, on peut s'installer partout. Et par exemple, Buckminster Fuller imagine qu'on peut planter des tours d'immation au pôle Nord. La modernité, ça permet d'habiter pleinement la planète. Il n'y a plus de zones vierges. On peut habiter partout. Alors, une chose plus proche de nous, moins spectaculaire, parce que bon, il n'a jamais construit ses tours au pôle Nord, c'est les stations de ski. Les stations de ski, pour la plupart, sont implantées dans des endroits dans lesquels on ne construisait pas pendant très longtemps. C'était pas... Et on va s'installer un petit peu partout sur la planète. Donc, conquérir complètement l'espace, mais aussi, je dirais, conquérir... Alors, évidemment, ça va se corréler avec l'industrialisation. Ça, c'est une image en fait, d'une fabrique de panneaux industrialisés dans les années 50-60. C'est très lié, c'est en fait tiré d'un livre d'un des grands concepteurs de structures de l'époque, Konrad Waxman, qui s'intéresse à la préfabrication. L'industrialisation, c'est inséparable de ce projet. Bon, deuxième chose, le temps. Le temps, alors qu'est-ce qu'on va faire ? Les sociétés traditionnelles, il faut quand même se rappeler qu'elles vivaient dans un temps qui était plutôt cyclique, parce qu'elles étaient quand même à 80-90% dépendantes de l'agriculture. Et donc, le rythme des saisons, la répétition des saisons d'une année sur l'autre, c'était ça la dominante temporelle. On va inventer des sociétés dans lesquelles le temps devient linéaire et il est marqué par l'idée de progrès. Alors ça, c'est un tableau un peu effrayant d'un dénommé John Gast, qui s'appelle American Progress. Alors pour ceux qui sont au premier rang, enfin c'est vraiment très vert, mais là vous voyez, tout le monde ne gagne pas dans le progrès. Les Native Americans, comme on dit, il ne faut plus dire les Indiens d'Amérique, de l'autre côté de l'Atlantique, sont en train de fuir pendant que le chemin de fer, les diligences, les pionniers, les bisons aussi s'enfuient. Le progrès, c'est aussi une conquête de l'espace et du temps en même temps. Bon, là je suis arrivé à peu près au milieu de ce que je veux vous dire. Alors, c'est le monde dans lequel j'ai vécu, très heureusement, les premières années de ma vie, qui était un monde centré quand même sur l'idée de modernisation, finalement, de vérité technique, etc., etc., sur l'idée aussi que les choses allaient s'améliorer. La génération, finalement, de mes parents vivait beaucoup mieux que la génération de mes grands-parents. Donc, le progrès, tout ça, c'était des choses réelles, qu'on pouvait mesurer. Les voitures, par exemple, toutes ces choses-là permettaient de mesurer cette espèce de progrès matériel. Et l'architecture et la construction faisaient partie de ça. La structure, c'était le matériau, toutes ces choses avaient fait partie de ce qui avait permis au monde de devenir moderne. Bon, alors, le moins qu'on puisse dire, c'est que ces dernières années, tout ça est rentré en crise. C'est devenu très très bad
de prendre l'avion, etc., etc. J'ai un bilan carbone d'ailleurs qui est une véritable honte. Oui, moi je parle de ça avec des trémolos dans la voix, mais enfin personnellement, je pense qu'il faudrait me crucifier. Parce qu'évidemment, quand vous traversez l'Atlantique un petit peu trop souvent, je pense qu'il faudra un millénaire ou deux de décarbonation dans mon cas. Bien. Mais quand même, revenons à ce qui se passe aujourd'hui. Ce qui est quand même clair aujourd'hui, c'est qu'on est en pleine crise de toute une série d'évidences que nous a léguées finalement ce grand moment moderne qui démarre grosso modo à la fin du XVIIIe siècle et s'achève, disons, dans les années 60, 70, peut-être 80. Alors, comme par hasard, toute une série de choses dont je vous ai décrit l'émergence sont en train de rentrer en crise. Première chose qui rentre en crise, l'idée de structure, c'était si clair, si dominant, etc., etc. La modernité avait finalement entériné cette idée que la structure, c'était un aspect absolument essentiel de la pensée du projet, etc. Ces dernières années, à partir des années 80, on a vu des tas de choses qui auraient été jugées criminelles dans les écoles d'architecture auparavant. Quand Eisenman, par exemple, Peter Eisenman, dans le cadre de ce qu'on appelle la déconstruction en Amérique, commence à faire des structures un peu bizarres qui ont l'air d'avoir pris du LSD, on se dit, tiens, il y a quelque chose qui se passe, et qui n'est pas franchement standard, et encore une fois, vous seriez fait sévèrement punir en école d'architecture dans les années 60-70 si vous aviez produit un machin comme ça. Alors, un peu plus proche de nous, ça, c'était en fait la carte de vœux d'Herzog et de Meuron. J'ai vu qu'il y a une salle Herzog et de Meuron qui étaient vachement fiers de leur truc. Mais ça aussi, quand j'étais en école d'archi, c'était encore les derniers feux du modernisme. Franchement, ça ressemble plutôt à un bordel organisé qu'à une structure au sens classique. Et le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on ne voit pas toujours très bien où ça conduit, etc. En fait, on a une espèce de crise assez profonde des critères de lisibilité traditionnelle qu'on associe à l'idée de structure, ou si vous voulez, l'idée de tectonique. Ça ne veut pas dire, alors que ce soit clair, je ne sais pas s'il y a des historiens, il y a des enseignants de construction ici, ça ne veut pas dire qu'ils ne vont pas apprendre à construire. Hein. Mais les guidelines traditionnels, enfin les fils conducteurs traditionnels, structurels, dysfonctionnent un peu. Alors pourquoi ça? Et c'est la question du pourquoi qui n'est pas inintéressante à se poser. Pourquoi? Alors, le meilleur témoignage de ça, je ne sais pas s'il y en a qui lisent l'anglais parmi vous, mais Kenneth Frampton, qui est un vieux moderniste, un historien de l'architecture très attaché au modernisme, il a pratiqué un peu l'architecture dans ce cadre-là, etc., écrit dans les années 80-90 un bouquin qui s'appelle Studies in Tectonic Culture, qui est grosso modo un livre où il décrit la naissance et la floraison de l'idée de structure, et en fait en regrettant que des jeunes architectes aujourd'hui s'amusent à jouer avec cette idée de façon incendiaire. Il n'est pas content du tout, Frampton, et il n'est pas content notamment à cause du numérique, parce qu'en fait le numérique va jouer un rôle dans cette déstructuration progressive des idéaux structuraux ou tectoniques en architecture. Alors première chose, c'est que le numérique, vous ne vous rendez pas forcément toujours compte, mais il a un rapport très problématique aux échelles. Sur un écran, les choses n'ont pas d'échelle a priori. Ça, c'était à l'époque, c'était un architecte qui était un jeune Turc avec qui je me suis beaucoup disputé un moment, qui était François Roche, et je me souviens, il m'a montré une fois cette image, je me disais, tiens, on dirait une éponge un peu piquante. Non, il m'a dit, non, c'est une méga structure urbaine. OK. Mais quand vous dessinez à la main, il y avait une espèce de commensurabilité entre l'échelle de votre corps et le dessin. L'écran a introduit finalement une dissociation beaucoup plus grande et l'information n'a pas d'échelle, ou en tout cas, elle est transscalaire, etc. Une bonne preuve de ça, c'est qu'il y en a qui ont vu le film Power of Ten. Qui a vu Power of Ten? Bon, après, ou ceux qui ont des ordinateurs, au lieu de faire votre courrier, vous allez regarder Power of Ten de Charles and Ray Eames. Et c'est en fait un film tourné en 1977 qui tourne complètement autour de l'idée, finalement, c'est en fait Google Earth avant Google Earth. Vous avez tous joué à de la planète à mon jardin, de mon jardin à la planète. C'est un peu le thème du film des Eames avant que Google Earth existe. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'échelle en architecture est devenue un peu problématique. Et derrière ça, pourquoi ça concerne l'idée de structure? Parce que l'idée de structure, ça fonctionnait à une échelle qui était encore celle des corps.
C'était du squelette magnifié. Ça pouvait être du squelette de baleine pour les très grandes choses, etc. C'était du squelette magnifié. Aujourd'hui, l'architecture n'a plus d'échelle. Vous pouvez passer de bâtiments grands comme des villes à des petits pavillons en face de l'Architectural Association, et le sens de l'échelle a perdu. Donc ça, c'est une des premières raisons pour lesquelles la structure a commencé à dysfonctionner. Deuxième raison, quand l'architecture numérique s'est développée, le truc qui a fait l'effet waouh, c'était que pour la première fois, on pouvait produire des surfaces très compliquées, qui n'étaient plus seulement des surfaces réglées classiques, mais on pouvait produire des tas de trucs très compliqués. Et jusqu'à aujourd'hui, Zaha Hadid, architecte, fait son beurre de ces espèces de surfaces extrêmement compliquées. Mais du coup, la surface est devenue souvent beaucoup plus importante que l'ossature au sens traditionnel. Ça, c'est le projet à bas coût. Vous vous foutez éperdument de savoir comment c'est structuré. Ce qui importe, c'est les ondulations, la géométrie, etc. Ça, c'est une deuxième raison. Troisième raison très bête, c'est le développement du paramétrisme, qui n'est pas en soi, c'est pas ce que Patrick Schumacher, qui a succédé à Zaha Hadid, c'est pas ce qu'il veut en faire, mais ce qui est clair, c'est que la conception paramétrique tend à substituer à des parties des relations logiques. Et d'une certaine façon, l'architecture ne fonctionne plus autant comme un assemblage que traditionnellement. Dernier point, l'IA. Ça, c'est typique des premiers essais sur l'IA. L'IA se fiche absolument éperdument des modèles structurels que vous pouvez avoir dans la tête. Et combine des pixels, etc., jusqu'à ce que ça tienne, mais pas forcément en suivant des intuitions structurelles classiques. Le moins qu'on puisse dire, c'est en train de déstructurer, et dans la profession d'ingénieur, c'est bien pire que chez les architectes, c'est en train de déstructurer beaucoup des conceptions traditionnelles attachées à l'idée de tectonique ou de structure. Alors, donc le numérique a joué un rôle. Il ne faut pas oublier quand même, si vous voulez, maintenant un peu la toile de fond de ce que je vais vous raconter, c'est que ces 30 dernières années, on a connu deux énormes ébranlements, probablement largement aussi importants que ce qui s'est produit à la fin du XVIIIe ou ce qui s'est produit à la Renaissance. On a quand même vu à peu près en même temps le numérique et puis la question environnementale. Tout ça, en 30 ans, la discipline s'est pris ça dans la figure. Alors, en parlant de l'environnement, une autre chose qui joue un rôle évidemment, c'est qu'aujourd'hui, avec la question finalement environnementale, là aussi, la surface, les échanges thermiques de surface, etc., jouent un rôle beaucoup plus grand. D'ailleurs, les gens qui essayent de ressusciter la tectonique, c'est au nom du stockage, parfois, de l'énergie, avec finalement, on réinvente le mur-trombe. Mais quand même, la réinvention du mur-trombe, le mur-trombe, il est assez bébête. Quand même, à la base, ce qui compte, c'est la surface que vous mettez devant. Et vous avez une espèce de rôle croissant du surfacique en architecture qui est très contraire à tout ce que racontait finalement l'architecture auparavant. Alors, ça s'est traduit par des trucs un peu curieux. J'ai consacré un livre entier à cette chose-là, qui est le retour de l'ornement. Mais d'un ornement assez différent de l'ornement traditionnel. C'est une espèce, finalement, d'ornement surfacique généralisé dans lequel toute la surface devient un genre d'ornement, comme ici, dans ce projet à Lille, ou ici, bon, là, c'est un grand magasin fait par Farshid Moussavi à l'époque où elle était encore avec son premier partenaire. Farshid Moussavi, qui d'ailleurs a un discours assez intéressant à l'époque, en expliquant qu'une des raisons pour lesquelles on fait dans l'ornemental, c'est que l'architecte, très souvent, notamment pour la commande commerciale, on lui demande de faire une peau. Et l'intérieur, c'est les promoteurs immobiliers qui s'en chargent. Et donc on voit qu'en fait, la crise de la structure, ce n'est pas non plus indolore complètement par rapport à l'architecture. Alors, avec aussi cette chose très étonnante, ces retours à la structure que je vous ai montré presque au tout début de Herzog et de Meuron, c'était le stade de Pékin. Quand vous regardez une structure comme ça, est-ce que c'est une structure ou est-ce que c'est un ornement géant? Ça ressemble un peu à une espèce de pièce d'orfèvrerie géante. Et vous avez aujourd'hui une espèce d'indistinction croissante chez pas mal de gens, chez certains projets aussi de Christian Kerez, chez des jeunes Turcs aussi de l'architecture numérique. Vous avez cette espèce d'indistinction étrange entre structure, ornement, etc.
Donc, ça, vous voyez, par rapport à ce que je vous avais décrit au début, c'est comme si on assistait à une espèce d'étrange inversion. Alors là où l'impression d'inversion est peut-être encore la plus forte, c'est les matériaux. Les matériaux, alors ça c'est le truc dont on parle très peu dans le grand public, mais les 50 dernières années ont été marquées par une révolution extrêmement profonde dans les matériaux. La science des matériaux a fait des progrès considérables. On est capable maintenant on sait beaucoup mieux comment se comportent les matériaux, on sait combiner des matériaux qu'on jugeait parfois autrefois incompatibles entre eux, on sait faire des tas de choses sur les matériaux. Du coup, d'ailleurs, vous avez la distinction traditionnelle entre structure et matériaux moins structurés, si vous voulez, est en train de s'effilocher. Un des domaines où ça paraît le plus évident aujourd'hui, c'est les biomatériaux. Ça, en fait, c'est une recherche par un architecte et un biologiste aux États-Unis de matériaux qui utiliseraient certains dispositifs biologiques. Il y a beaucoup de recherches sur ce type de choses. Alors, est-ce que vous dessinez une structure à une échelle microscopique? Est-ce que vous dessinez un matériau? La question devient beaucoup plus difficile à trancher qu'autrefois. Alors, avec du coup, je vous ai parlé beaucoup de standardisation, etc., comme opposé à la variété. Vous vous souvenez encore de ça, du début de mon speech? Bon, aujourd'hui, c'est comme si des fois, on voulait combiner le standard et la variété. Et vous avez tout ce qu'on a appelé à un moment le non-standard. Ça tourne autour de cette espèce d'idée-là. On peut avoir le beurre et l'argent du beurre, on peut avoir des choses qui sont toutes différentes et qui sont en même temps industrialisées, etc., etc. Donc on voit qu'on est en train de sortir, d'une certaine façon, du paradigme qui a été celui du matériau de construction à l'ère industrielle. Une autre façon de comprendre ça, c'est une de mes analogies préférées, c'est le pare-choc d'automobile. Là, vous avez le pare-choc d'automobile de l'époque où j'avais votre âge. Le pare-choc, c'était une fortification, si vous voulez, c'était une structure. Okay, comme une fortification à l'avant de la voiture. Aujourd'hui, c'est ça, un pare-choc. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'en fait, au lieu de dessiner une structure, on utilise un matériau qui absorbe une partie de l'énergie du choc en se déformant. Et vous voyez comment un problème qui était structurel est devenu un problème qui est de design de matériaux. Et vous avez de plus en plus de choses aujourd'hui qui tournent autour du design des matériaux. Avec même certains architectes qui disent finalement l'avenir du design, ce n'est pas forcément la forme au sens traditionnel, c'est de designer à l'interface entre forme et matériaux. Bon, tout le monde évidemment ne pense pas ça, je vous rassure. Alors derrière ça aussi, il y a toute une espèce d'évolution philosophico-idéologique où vous avez pas mal de gens aujourd'hui dans le sillage de philosophies comme celle de Gilles Deleuze, mais aussi par exemple c'est un livre qui a été pas mal lu aux États-Unis, Jane Bennett, Vibrant Matter. C'est l'idée que la matière est vivante, qu'il faut collaborer avec elle au lieu de la forcer à prendre des formes parfois arbitraires. Toutes ces idées-là sont extrêmement fortes un peu partout dans le monde, avec aussi par exemple l'idée qu'il faut revenir à un rapport artisanal de collaboration, de complicité avec la matière, plutôt que de la volonté, comme on l'a fait à l'ère industrielle. Donc une espèce de retour curieux à une matière vivante qui n'est pas sans faire songer à certains moments à ce qui se passait auparavant. Alors, évidemment, tout ça se corrèle avec la montée en puissance des interrogations, des expérimentations, etc., concernant les matériaux biosourcés. La paille, qui était quand même pendant longtemps pas considérée comme un matériau réellement avec un avenir intéressant, il y a plein de gens qui font de la paille. Il y a plein de gens, hélas, parce que j'en peux plus du mycélium, mais il y a plein de gens qui font dans le mycélium. Si j'avais à décrire une école trendy aujourd'hui, dans un coin, il y a des gars qui ont un robot orange qui fait des trucs bizarres, et dans un autre coin, il y a des gars qui font pousser du mycélium. Ça, c'est vrai de l'Estonie à la Chine, etc., etc. Bon, qu'est-ce qui est en train de se passer? C'est vrai que cette question du matériau vivant, du matériau biosourcé, etc., elle est en train de revenir très fort. Évidemment, ça nous rappelle des choses un peu d'autrefois. Alors, de la même façon, je vous ai parlé de l'époque où on voulait finalement conquérir l'espace et le temps. Eh bien, aujourd'hui, on est rentré très souvent dans des discours un peu différents. Par exemple, on va vous parler de la slow food. Ça, c'est un farmer market, un marché finalement de fermiers aux États-Unis. Le local, c'est bien.
L'industrialisation avait créé plutôt l'idée inverse. Ce qui vient de loin, c'est bien, c'est excitant, etc. Aujourd'hui, on veut nous convaincre que le local, c'est mieux, qu'il faut en fait chercher les matériaux proches de là où on construit, etc., etc. Une espèce d'inversion absolument dramatique par rapport à ce qu'a été finalement les temporalités que souhaitait instaurer la modernité. Et avec évidemment, du coup, une victime collatérale qui est l'idée de progrès. Et ce qui m'en renvoie à une autre chose, c'est que je vous parlais de temps cyclique. Aujourd'hui, il y a une espèce de désir du cycle qui est extrêmement fort, cycle d'usage et de réutilisation, etc., etc., comme si on cherchait à délinéariser le temps, là encore à le replier en cycle qui serait vertueux au lieu d'être étendu. OK ? Alors, qu'on soit clair, derrière ça, ce que je veux vous dire, ce n'est pas forcément qu'on est en train de revenir en arrière. On n'est pas en train de revenir en arrière, ne serait-ce que pour une raison, c'est que l'état de la planète, déjà, on ne pourra pas revenir en arrière. Il va falloir apprendre, ça c'est un discours que je tiens, mais comme pas mal de gens, on va vivre sur une planète qui va être très largement polluée et va le rester longtemps. Peut-être une des meilleures métaphores de ça, c'est, je ne sais pas si vous avez entendu parler du projet de Fresh Kills près de New York, ça vous dit quelque chose ou pas ? Fresh Kills, c'est la plus grande décharge urbaine au monde. Pendant une quarantaine d'années, New York a jeté toutes ses ordures dans un endroit de Staten Island, près de Manhattan, qui s'appelait Fresh Kills. Il y en a des dizaines de mètres sur des dizaines de mètres. Bon, à partir d'un certain moment, on s'est dit, bon, on ne peut pas laisser cette décharge comme ça à ciel ouvert, donc on va essayer de faire un projet. Et en fait, un paysagiste, James Corner, a fait un projet de zone naturelle. Et aujourd'hui, Fresh Kills, c'est en fait un endroit où s'arrêtent à nouveau les oiseaux, il y a un parc, c'est sympa et tout, sauf que il y a des tas de membranes en dessous pour éviter que tous les poisons qu'il y a encore dans les ordures percolent et tuent ce qu'il y a au-dessus. Les membranes sont quand même élastiques parce que ça va continuer à se tasser pendant des centaines d'années. Et puis enfin, vous avez des évacuations de méthane et autres gaz pour pas que ça gonfle en sous-sol, etc. C'est ça un peu une métaphore pour moi de la planète dans laquelle nous allons vivre. Il s'agit de la rendre vivable, de continuer à la rendre vivable, mais dans un contexte qui est quand même un peu compliqué. Alors où est-ce que je veux en venir derrière tout ça ? C'est qu'il y a une panne quand même très profonde des grands récits qui ont gouverné finalement l'ère industrielle. Et je reviens à mon idée de départ, le rapport entre l'architecture et la construction est un rapport en partie fictionnel. Le mycélium, d'ailleurs, pour moi, ce n'est pas forcément ça moisit. On ne sait pas très bien comment contrôler ces trucs-là. Enfin, j'ai plein de copains qui font dans le mycélium. Bon, je vous dis, de l'Estonie à la Chine, il y a vraiment plein, etc. Bon, c'est pas dit. Mais le mycélium, en fait, ça témoigne d'un désir de raconter une histoire différente. Et je dirais peut-être qu'une des questions aujourd'hui, c'est quelle histoire veut-on raconter ? Alors, pour terminer, je voudrais évoquer deux pistes qui sont vraiment que des pistes, pas plus que ça. Ce n'est pas des réponses, c'est plutôt des éléments de réflexion que j'espère vous soumettre par rapport à cette nécessité de raconter des histoires différentes. Oui, pour finir quand même, ce qui est compliqué quand même dans notre monde, ça ne vous a pas échappé que d'un côté, vous avez tous les journaux, etc. Vous ne pouvez pas ouvrir le monde sans qu'ils vous proposent des voyages, on fait tout en vélo. Bon, etc. Et puis en même temps, les avions sur Boston n'ont jamais été aussi pleins. C'est plein, mais à craquer, mais pire qu'avant le confinement, etc. L'aviation civile est en train d'exploser. En même temps, on vous dit c'est très très bad. Je ne sais plus, Le Monde explique aussi dans des articles assez savants que si vous faites un Paris-New York, il faut à peu près 500 ans de frugalité pour vous le faire pardonner. Donc, voyez le problème. En fait, le monde est assez fou. Et si vous regardez la construction, ça c'est Shanghai. Le moins qu'on puisse dire, ça ressemble beaucoup à de la construction moderne. Et puis, vous prenez l'industrialisation, ça existe toujours, sauf que maintenant, on fait dans le panneau bois, parfois, etc. Mais ça existe toujours. Et puis, en plus, on est souvent dans l'ambiguïté. Il y a beaucoup de bâtiments censés être en bois, dans lesquels vous avez des très beaux noyaux de béton. Donc, que se passe-t-il ? C'est en fait compliqué. Mais il y a des désirs nouveaux, etc. Alors, première piste. Alors, oui, les histoires, c'est fondamental. Je ne sais pas si vous avez jamais entendu Achim Menges, qui est un des gourous de la fabrication numérique, un gars à Stuttgart. Il fait des pavillons innovants chaque année. Ça devient un peu barbant à la longue parce que ça innove chaque année et du coup, ça devient un peu répétitif. Mais celui-là était assez drôle
parce que l'histoire, c'est toujours très très difficile de passer après lui dans un colloque. Une fois ça m'est arrivé, parce que moi j'ai que des images immobiles, lui il a le film avec l'araignée. En fait le pavillon là, c'était inspiré par une araignée qui vit dans l'eau et qui tisse en fait son nid dans des bulles d'air. Alors du coup, il a inventé ensuite une structure gonflable dans laquelle le robot tisse de la fibre de carbone, etc. Alors je ne vous décris pas quand vous passez de l'araignée au machin, etc. Vous pouvez toujours, en tant qu'historien, avec vos images immobiles, essayer de faire de la compète. Ça ne marche pas. Mais, bon, c'est storytelling. On a quand même besoin, alors à une échelle quand même un peu autre que celle de la petite araignée, etc. Donc deux trucs, pistes de réflexion. La première, c'est quand même la question de la nature. Qu'on le veuille ou non, c'est le truc qui est en train de, qui est quand même devenu le non-humain, si vous voulez, pour parler comme les anthropologues, etc. C'est clair qu'on est en train de rechercher un équilibre différent entre le bâti et les éléments naturels. Traditionnellement, l'architecture, c'était ce qui dominait la nature. Et d'ailleurs, le jardin était censé respectueusement s'incliner, mettre en valeur l'architecture, etc. Même si le jardin était parfois fait par des gens plus talentueux que les architectes, comme à Versailles, malgré tout, il y avait toujours cette espèce d'idée d'une hiérarchie. Bon, aujourd'hui, c'est clair que ça ne marche plus. Et donc, comment redéfinit-on les rapports entre nature et artifice, entre architecture et éléments naturels? C'est une des questions. Alors, il y a, à mon avis, ce que j'appellerais quand même des réponses un peu problématiques. Le Bosco Verticale de Boeri à Milan, je ne suis pas sûr que ça soit forcément la meilleure réponse à apporter à cette question, ne serait-ce que parce que il y a des éléments quand même intéressants. Boeri a quand même réussi une chose que, par exemple, les équivalents chinois n'ont pas trop réussi jusqu'à présent, c'est à régler le problème des moustiques. Parce que vous mettez des balcons partout comme ça avec des trucs qu'il faut arroser, et vous êtes à peu près certain d'avoir des moustiques 6 mois par an. Alors, à Milan, en travaillant avec des biologistes, etc., il a réussi à éviter le moustique. Par contre, la consommation de béton, je ne vous décris pas, pour avoir tous ces arbres de balcon en balcon. Donc, il y a quand même un problème. Alors, je trouve que ça, c'est complètement kitsch, mais c'est à la limite un chouïa plus intéressant, parce qu'entre structure et nature, ça commence un peu à se mélanger. C'est-à-dire comment créer aujourd'hui des conditions de porosité, des conditions d'hybridation, ou pour prendre un autre mot à la mode, de symbiose, un peu intéressantes. Comment traduire ça de façon constructive? C'est une des pistes, à mon sens, aujourd'hui. C'est pour ça que je pardonne au mycélium. Parce que derrière ça, c'est un peu quand même ce qui se joue, avec quand même un peu tous les problèmes. C'est qu'aujourd'hui, j'ai encadré plusieurs thèses sur le biomimétisme, biomimicry en anglais. Pour l'instant, ça ne donne pas des résultats architecturaux absolument à spammer. Donc, on est au tout début d'un process, mais en tout cas, c'est une des questions qui est posée. Une autre question qui est posée, à mon sens, c'est le rapport, alors ça c'est plus général et plus philosophique, qui est le rapport à la construction de l'humain. Je m'explique. Depuis, on peut dire à peu près toutes les civilisations ont toujours eu un peu un problème à essayer de penser ce que c'est que l'être humain. Parce que d'un côté, on a un corps comme les animaux, de l'autre côté, on est plein de prétentions parfois un peu différentes, etc. Et avec des acceptions très variables selon les périodes, les civilisations, etc. etc. Vous avez des anthropologues comme Philippe Descola ont beaucoup glosé là-dessus. Ce qui est certain, c'est que la construction, elle raconte toujours des choses sur l'humain, et finalement sur des registres extrêmement différents. Le premier registre, c'est finalement un registre assez cérébral. C'est que dites-moi comment vous assemblez les choses, et je vous dirai comment vous raisonnez. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont lu jamais Architecture et pensée scolastique de Panofsky. L'un des grands arguments de Panofsky, c'est de dire qu'il y a un réseau d'analogies entre la façon dont les architectes gothiques conçoivent les relations entre parties de bâtiments et la façon dont la philosophie scolastique construit ses arguments. Il y a quelque chose, ça explique pourquoi on va vous parler parfois de l'architecture du raisonnement, ou c'est quoi la structure de votre raisonnement, etc. Il y a quelque chose qui entre en résonance avec la façon dont nous concevons notre esprit. Alors, un autre truc qui est assez frappant, alors ça, il n'y a pas de quoi s'extasier sur ce crowbar, c'est un crowbar en fait d'un poète allemand, Kleist, qui explique qu'en fait, si on veut comprendre réellement le système d'Emmanuel Kant,
ça fonctionne un peu comme une voûte. Alors, ce qui fait l'admiration de Kleist, comme d'ailleurs beaucoup de gens qui ont essayé de théoriser les voûtes, bon, je ne pense pas que vous ayez essayé de théoriser les voûtes, mais ce qui est beau dans une voûte, c'est que c'est la tendance même des voussoirs à tomber qui, en fait, stabilise la voûte. C'est parce que chaque pierre veut tomber qu'en fait, le truc tient. Et Kleist explique qu'en fait, c'est comme ça qu'il faut penser la critique, l'édifice critique de Kant. Chaque truc tend à s'effondrer par lui-même, mais ensemble, ils tiennent. Et on trouve ça chez d'autres auteurs. J'ai trouvé une idée assez similaire chez Charles Perrault, l'auteur des Contes, qui a écrit des considérations philosophiques. Et il fait le même coup sur la voûte, alors cette fois à propos des mystères de la religion, etc. C'est finalement une façon de stabiliser un système de manière dynamique, etc. Donc il y a quelque chose qui renvoie à ça. Et puis il y a quelque chose d'autre dans la construction. Un ingénieur espagnol, je me suis toujours beaucoup servi de ce truc-là, qui explique que vous ne pouvez pas concevoir une structure ou même la percevoir si vous ne ressentez pas quelque chose presque à l'intérieur de votre corps, de vos tripes, etc. C'est que la construction, ça vous parle aussi de votre rapport au corps. Ça vous parle finalement de ce que vous êtes très physiquement, etc. et comment vous concevez votre corps. Le porte-à-faux moderne, c'est une proposition sur une certaine forme d'héroïsme physique. Bon, alors évidemment, à l'époque, c'est très, très masculin, blanc, etc., chez beaucoup de modernistes, mais je voulais juste témoigner de ça. Alors, l'architecture, dans ses rapports à la construction, ça a toujours un rapport à ce que nous croyons être. Du coup, qui sommes-nous devenus pourrait bien être une des questions centrales, aujourd'hui, curieusement, de l'architecture, mais aussi de la construction. Qui sommes-nous devenus à l'ère du numérique ? Vous pensez être les mêmes que... Pensez physiquement. Bon, c'est vrai que vous ressemblez beaucoup quand même à papa et maman. Vous avez toujours 2 yeux, un nez, etc. Mais vous avez des tas de choses qui sont devenues différentes. Vous passez déjà un temps assez formidable à regarder cette espèce de prothèse bizarre qui est votre téléphone portable. Juste un sondage. Qui se lève le matin en regardant immédiatement ce qu'il a de nouveau sur son téléphone ? Par pure curiosité. Bon, voilà, et vous là, vous vous rendez compte que vous n'êtes pas exactement pareil, vous n'avez pas le même rapport au monde, etc. Je ne sais pas si vous avez remarqué aussi, vous appartenez à une génération, l'état normal d'une photo, c'est que tout soit net, du premier plan à l'arrière-plan. Du coup, d'ailleurs, sur vos téléphones portables, vous avez des trucs pour faire des photos comme du temps de grand-maman, où on va flouter l'arrière. Mais en fait, ce n'est pas comme ça que vous voyez le monde. Et le monde, en fait, vous le voyez toujours dans une possibilité de zoomer, dézoomer, etc., etc. Là aussi, vous avez une vision qui a des problèmes un peu d'échelle, parce que toutes les échelles sont possibles. De la même façon aussi, vous êtes habitué à écouter une musique sans bruit, sans craquement. Moi, quand j'étais jeune, j'avais des vinyles et ça craquait et ça m'énervait comme c'est pas possible. Et du coup, jamais je reviendrai au vinyle. Vous, évidemment, c'est tellement naturel que la musique n'ait pas de craquement que du coup, vous recherchez le craquement de grand-papa, grand-maman et vous rachetez des vinyles. Mais en fait, c'est pas comme ça que vous entendez les choses. Et vous n'habitez pas votre corps de la même façon, vous ne ressentez pas les choses de la même façon, etc. Je ne suis pas le seul, juste pour ceux qui veulent faire de la recherche un jour, si vous êtes absolument le seul à penser quelque chose, soit vous êtes un génie, soit plus probablement il y a un problème. Il y a des gens, bon, par exemple Béatrice Colomina à Princeton, et il y en a d'autres qui pensent un peu des trucs un peu comme ce que je viens de vous raconter. Ce n'est pas tout à fait la même version, mais etc. Donc ça, c'est une première chose. Premier motif d'évolution qui est le numérique. Mais l'Anthropocène, c'est aussi un autre motif. On vous a expliqué, long, en large, en travers, que sans le non-humain, sans les forêts, les corbeaux, etc., vous ne pouvez pas vivre. C'est pas faux, que si les insectes disparaissent, grosso modo, on n'a même plus le tiers de ce qu'on avait comme insectes dans les années 50, enfin c'est même moins que ça, et c'est vrai qu'on voit presque quasiment plus de papillons dans les campagnes françaises, ça c'est réel, etc., et que ça menace, etc. Donc vous êtes habitué finalement à une espèce de porosité entre vous et tout ce non-humain qui vous entoure, etc. Et puis bon, si vous avez quelques lettres, vous allez lire Donna Haraway, Hansing ou d'autres sur ces questions.
Et puis vous avez tout le discours sur les bactéries. C'est qu'on croyait qu'on était vraiment soi parce qu'on avait son ADN, que papa et maman avaient combiné, etc. Manque de peau, on est, semble-t-il, au moins autant des colonies de bactéries sans fin. Et en fait, ce qu'on croyait être notre intérieur est en fait un extérieur où grouillent des tas de créatures qui nous ont rien demandé, etc., etc. Et vous vous rendez compte? Alors ça, c'est un travail de l'artiste Fabrice Hibert, qui montre finalement cette espèce d'homme ou de femme qui est complètement attaché à tout ce qui l'entoure, etc. Qu'est-ce que c'est finalement que vivre réellement en continuité avec le non-humain, qui va d'ailleurs, là où le numérique, etc., se rencontre, c'est que vous allez aussi être appelé probablement à vivre avec des algorithmes, etc. Donc ça, c'est aussi une question pour l'architecture et la construction. En résumé, l'histoire, encore une fois, ne se répète pas, elle bégaye, et que les bégayements sont intéressants parce que, curieusement, ils pourraient conduire à dire « Oh, je l'ai déjà vu ». En fait, non, on ne l'a pas déjà vu. Ça permet juste, vous savez, c'est un peu comme autrefois, lorsqu'on utilisait deux images pour donner du relief, c'est un peu ce genre de truc. Ça permet, en fait, de mieux apprécier le relief du présent. Et le fait qu'on est probablement... Ce que je dis souvent, on est probablement à une période de refondation de la discipline architecturale. Il va falloir très profondément la repenser. Alors, ça va aussi, des choses, repenser le rôle de l'architecte. C'est à peu près évident. Bon, on ne va pas avoir tout de suite des intelligences super futées, etc. Mais par exemple, bon, un problème que j'ai concrètement, cette année, je n'ai jamais aussi bien noté mes étudiants. Faut dire, j'ai noté en fait des cyborgs qui sont des mélanges de ChatGPT et de chair humaine, que j'arrive pas bien à distinguer. En moyenne, c'est meilleur que quand ils étaient tout seuls devant leur feuille de papier, parce que bon, mais ce qui est un peu déprimé, enfin ce qui devrait finalement plutôt déprimer les étudiants, ça semble pas les déprimer, mais franchement c'est déprimant. Et je dirais le problème, finalement, bon, là aussi, c'est quoi ce monde dans lequel nous allons vivre, dans lequel les architectes, mais aussi toutes les professions liées à la conception, vont être différentes parce que ça sera des assemblages de plus en plus d'humains et de non-humains. Ma grande inquiétude, à vrai dire, c'est pas que les étudiants trichent avec ChatGPT, je m'en fous un peu, hein, mais comment être sûr que vous ayez réellement appris à raisonner? Parce que, bon, une des ambitions quand même de l'enseignement supérieur, c'est de faire de vous des gens qui savent raisonner. Bon, si c'est l'IA qui raisonne à votre place, c'est un peu un problème. Et du coup, qu'est-ce que c'est que raisonner en architecture? C'est un peu une des questions. Viollet-le-Duc croyait savoir ce que c'était que raisonner en architecture. À l'heure de l'IA, il faut probablement complètement changer le logiciel. Voilà, j'en ai terminé. J'espère que vous avez survécu à cette conférence et je serai ravi. Comme je le dis souvent, la mauvaise question, c'est celle qu'on n'a pas osé poser parce qu'on a eu peur d'avoir l'air ridicule. Il n'y a pas de mauvaise question. Merci. Merci, professeur Piquant. Donc moi, je voudrais ouvrir la séance des questions-réponses à toutes et tous présents ici en salle. Est-ce qu'il y a déjà quelqu'un qui a une question à poser? Ou sinon, je me lancerai sur moi-même une petite question d'abord. Il ne faut pas hésiter à poser la question qui vous semble idiote. Hein. En général, elle est rarement idiote, c'est vrai, c'est dans votre tête. Si, non, je vous assure. Tiens, il y en a. Ouais, bravo. C'est parfait. Bravo. Quel courage. Alors, déjà, merci pour cette conférence. Je me posais une question déjà à l'écoute de votre... je crois que c'était la cérémonie introductive pour Chaillot il y a quelques années sur l'ornement et la politique. Ah, dis donc, il y en a qui vont sur YouTube écouter des trucs pareils. C'est beau, hein? Mais alors, qu'est-ce que j'ai dit comme bêtise à l'époque? Mais je faisais le parallèle aussi avec cette conférence quand vous avez parlé de la façon dont les jeunes architectes avaient peut-être de pratiquer l'architecture par une forme de plus d'un plaquage autour, d'un habillement du bâtiment, en déléguant peut-être toute la partie intérieure. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qui arrive un peu de plus en plus, où l'architecte peut-être perd un peu sa main sur l'œuvre architecturale en n'étant plus qu'un simple acteur et plus
perd peut-être des pouvoirs là-dedans, et comme vous l'avez dit aussi sur la fin avec l'IA, peut-être des pertes dans ces choses, ou est-ce qu'au contraire, c'est une évolution, un changement de forme? Bah, vous voyez, c'est une très bonne question. Je dirais deux choses. La première, c'est que l'architecture, c'est toujours un champ de bataille. Ça, depuis Vitruve, c'est un champ de bataille parce que ce n'est pas absolument évident que pour un bâtiment, il faille qu'il y ait un bonhomme ou une bonne femme ou un transgender, si vous voulez, je veux être assez ouvert quand même, qui vous disent qu'il faut faire ci, qu'il faut faire ça, etc., que ça va être tellement mieux que juste empiler les parpaings, etc. Donc l'architecture, c'est toujours un peu un sport de combat, comme disait, je crois que c'est Ricciotti qui sortait ça à un moment, il avait toujours son succès. Je pense que ce qui sauve l'architecture quand même, c'est sa capacité à déplacer les problèmes, à innover. Alors pas tout le temps, on innove à 10% ou 5% du temps maximum, mais à poser des questions nouvelles. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, l'architecture est menacée de façon différente selon les pays, les contextes, etc. etc. Mais c'est clair que l'IA, par exemple, vous aviez déjà des petits programmes que les gens utilisaient pour dessiner leur pavillon de banlieue moche-douille. Vous avez aussi des signatures de complaisance. Il y a mille et une pratiques qui se sont développées. Donc je pense qu'il y a un vrai problème aujourd'hui quand même, qui est comment redéfinit-on les fondamentaux de la discipline. C'est-à-dire, qu'est-ce que fait un architecte ? Et c'est une vraie question. Vous avez des gens, par exemple, qui vous disent l'architecte, Philippe Rame, par exemple, qui vous dit l'architecte, c'est pas du tout de la forme, c'est du gradient thermique, c'est etc. Je ne suis pas toujours convaincu par cette réponse, mais c'est une réponse possible. Vous avez des gens qui vous disent encore, comme Patrick Schumacher de Zaha Hadid, on va faire une forme complètement échevelée, mais qui va en même temps, grâce au numérique, être super rationnelle, ce qui est souvent assez faux quand même en pratique quand on se balade dans ces bâtiments-là, mais qui par contre, c'est des formes qui ont une charge émotionnelle, etc. Donc on a une architecture qui est tiraillée entre plusieurs choses. Et c'est vrai que la tentation de l'enveloppe, elle existe. Elle existe parce qu'il y a de plus en plus de choses. Prenez le shopping mall à Dubaï, c'est que vraiment superficiellement, à la périphérie, un problème d'architecte. Ou alors dans l'effet waouh de l'endroit où il y a la cascade, etc. etc. À Singapour, par exemple, comment il s'appelle déjà, Moshe Safdie, avec l'espèce de forêt, etc. Bon, mais ce n'est pas l'aéroport de Singapour, c'est juste une section. Donc voilà, je pense que c'est une question qui se pose aujourd'hui. Mais encore une fois, parce que cette discipline, si vous voulez, c'est là où ça sert d'être historien, c'est que l'une des raisons pour lesquelles j'ai commencé à travailler sur des périodes récentes, c'est que je me suis dit, j'avais travaillé quand même beaucoup sur fin 18e, début 19e, et je me suis dit, bon, autour de moi, il y a des choses tout aussi massives qui sont en train de se passer, et ça serait bien d'essayer d'y réfléchir un peu. Et surtout, et comment reconnecte-t-on aussi le passé de la discipline et ses évolutions possibles ? Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup déjà, c'était vraiment super agréable de vous écouter. Il n'y aurait pas que le vidéoprojecteur à changer dans cette école. Non, j'ai une question justement sur l'enseignement. Si il y aurait effectivement un consensus à trouver sur le devenir de l'architecture, c'est déjà une grande question. Mais alors comment on l'enseigne ? Qu'est-ce qu'on enseigne ? Si au final, je vous recite, l'architecture n'a plus d'échelle, la structure n'a plus de sens à suivre, les assemblages ne sont plus logiques et on ne distingue plus la structure de l'ornement, mais au final, ça existe et ça marche puisque ça existe. Donc qu'est-ce qu'on enseigne et qu'est-ce qu'on est censé apprendre en école d'architecture quand finalement tout est possible ? Je vais vous dire, il y a deux réponses possibles. La première, c'est quelle que soit la formation. Moi, je suis un millefeuille de formation. Enfin, je suis passé par 2 écoles d'ingénieurs. Après, l'archi, ça m'a profondément marqué. C'est peut-être de toutes les formations que j'ai reçues, celle qui m'a le plus marqué, parce que vous apprenez à traiter des choses qui ne sont pas des problèmes classiques. En école d'ingénieur, vous apprenez à répondre à des problèmes, etc. Là, vous apprenez en général à traiter des choses dans lesquelles le problème est franchement flou, etc. Donc ça, je dirais, une vraie formation, c'est vous apprendre à raisonner, vous apprendre aussi à vous démerder et à essayer d'inventer des choses dans des situations pas évidentes, etc. Donc ça, je dirais, bon, on peut faire ça même avec des trucs un peu vieillots. On a quand même des problèmes réels. C'est-à-dire, je pense que l'enseignement va être obligé d'évoluer. Alors, pour des trucs très, très matériels, très cons. Par exemple, bon,
Vous prenez le cours magistral. Moi, je suis assez bon au cours magistral, hein, typique aging white European male. Je blablate très bien comme ça. On regarde mon nombril, c'est super, etc. Ça va probablement aux 3/4 mourir. Pour une raison simple, c'est que le cours en boîte de conserve, ça va s'imposer de plus en plus parce que, alors à Harvard, en attendant que Trump nous ait complètement ruinés, ça reste quand même une industrie de luxe. C'est comme Hermès, etc. Donc vous pouvez vendre la formation un peu comme les petits portefeuilles en cuir d'Hermès qui valent des milliers d'euros. Donc il y aura toujours probablement des choses comme ça. Mais étant donné que les coûts de l'éducation explosent un peu partout, ça va être un problème. Et je dirais du coup aussi, il va falloir repenser ce qu'on fait physiquement dans une salle et ce qu'on fait en ligne. Et ça va bouger. Le problème de l'IA, il est réel. C'est-à-dire que l'une des raisons pour laquelle on fait de l'histoire dans une école... Il y a deux raisons pour lesquelles on fait de l'histoire dans une école d'archi. La première, c'est que c'est bon de voir des précédents, ce qu'on appelle les precedents en anglais, c'est-à-dire, bon, c'est quand même pas inutile d'avoir vu de l'architecture de la Renaissance, des bâtiments modernes, ça vous donne quand même une sensibilité, un relief aux choses, etc. Et puis c'est pour vous apprendre à raisonner. Alors, le problème maintenant, c'est que la raison pour laquelle on a inventé en général le test, le devoir, le machin, le paper, etc., c'était pour contrôler que vous aviez appris un minimum à raisonner. Le problème aujourd'hui, c'est comme vous raisonnez avec des machines de plus en plus, oui, qu'est-ce que c'est qu'apprendre à raisonner à l'ère de l'IA? Donc vous voyez, là aussi, ça va nous demander de réfléchir beaucoup à cette question, et ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple du tout. Donc je pense que l'enseignement va évoluer. Je dirais, il ne faut pas non plus être catastrophé. Je veux dire, c'est plus compliqué pour les profs. Moi, bon, j'atteins un âge où je dirais, bon, le jour où ça m'emmerde, je m'en vais. Mais c'est un peu un défi pour les profs plus jeunes. Mais je trouve que les écoles d'archi, je veux dire, globalement, sont quand même des lieux finalement d'innovation. Je suis assez optimiste, curieusement, et je trouve que même en France, les étudiants en archi sont en général vraiment bons. Donc je suis plutôt optimiste. Je pense qu'il y a des défis. Par exemple, un autre défi, combien de pourcentage de filles ici? C'est quoi la proportion? 60. Bon, j'étais à Rabat la semaine dernière, 90% de filles à l'École nationale d'architecture de Rabat. À Harvard, on est autour de 60%, un peu comme chez vous, etc. Vous n'a pas échappé que dans la profession, il n'y a pas tant de filles que ça. Quand on regarde, donc il y a quand même un effet de plafond de verre dans la profession qui est quand même pas simple à régler. Donc là aussi, il y a un décalage quand même de plus en plus net entre l'enseignement et la réalité du métier. Donc il y a beaucoup de choses sur lesquelles on sent bien que ça devrait évoluer, que ça va évoluer, mais la glace commence tout juste à craquer et on ne sait pas encore bien dans quel sens va s'opérer l'évolution. C'est vrai que pour l'histoire, par exemple, on s'est pris, par exemple, en histoire, c'est peut-être moins sensible en France, mais on ne peut plus écrire une histoire purement européenne de l'architecture. Mais à la fois, les 9/10 des gens, moi y compris, on est compétents sur certains sujets, mais pas d'autres. Et donc, comment on fait pour rendre l'architecture un peu plus globale, etc., sans en même temps raconter des trucs complètement superficiels, où on passe de la pagode au temple hindou, à la Villa de Le Corbusier, c'est une question qu'on ne sait pas encore bien traiter. Donc voilà, donc je pense que oui, l'enseignement va évoluer et il faut s'y préparer, mais on est encore au tout début. J'ai envie de poursuivre la question qui a été posée de l'autre côté, je dirais, côté enseignante. Et ce que je trouve assez étonnant, en fait, c'est que, il me semble, je me trompe peut-être que c'est qu'une question, que c'est finalement un regard personnel, mais aujourd'hui, donc vous avez parlé en effet des modalités qui vont changer, le comment on va enseigner, mais la question c'est aussi qu'est-ce qu'on va enseigner, qu'est-ce qui serait juste d'enseigner, puisque finalement, d'après le panel qu'on a vu, on peut dire tout est possible, et comme vous l'avez dit à plusieurs reprises, je trouve que c'est aussi par exemple la façon dont Ram pose la question. Pourquoi pas? C'est pas ma tasse de thé, mais c'est aussi une façon possible. Donc toutes les questions seraient possibles en fait, toutes les façons d'enseigner et d'apprendre avec le symétrique seraient possibles. Et la question de qu'est-ce qui serait juste d'enseigner, d'apprendre, qu'est-ce qui serait
Moi, il me semble qu'aujourd'hui, les étudiants se le posent et les enseignants se le posent aussi en symétrique, ce qui n'a pas toujours été le cas, me semble-t-il. Et alors, est-ce que vous, par exemple, vous avez senti ce moment où en tant qu'enseignant, vous vous êtes dit, mais où sont mes certitudes? Parce que je pense qu'on est un peu gagné par ça en tant qu'enseignant. Est-ce que vous pouvez situer ça? Est-ce que vous le situez pour vous, autour de vous? Moi, j'ai un peu un déficit de certitude. Ça a toujours été un peu mon problème. Enfin, j'ai des certitudes, mais elles sont à un autre niveau que des certitudes classiquement doctrinales. Peut-être parce que quand vous êtes historien, vous avez tendance à être un peu plus éclectique sur certaines choses. Moi, je pense, ce qui me frappe, c'est que ça fait à peu près 22 ans, 23 ans que j'enseigne à Harvard. Les étudiants, il y a 22, 23 ans, étaient beaucoup moins politisés qu'aujourd'hui. Je pense qu'aujourd'hui, l'Anthropocène oblige à peu près tout le monde à se demander: est-ce que construire, c'est juste? Est-ce que je devrais faire ce que je suis en train de faire? Etc., etc. Ce qui n'est pas évident, parce que quand on vous enseigne, grosso modo, quand même, on vous prépare à construire. Et oui, se demander est-ce que je devrais vraiment construire, c'est pas une question très simple. Se mettre au chômage d'emblée, c'est pas quand même absolument évident. Donc je pense que cette question est très forte. Je crois qu'il y a une remontée aussi quand même de la question des inégalités, un peu partout. Avec, du coup, on se demande des questions, par exemple, en quoi l'architecture peut être sociale? Autour de 2000, on s'en foutait un peu. On était dans l'âge béni de la globalisation, le progrès allait régler tout. Aujourd'hui, ça revient très fort, etc. Donc, c'est pas une période propice aux certitudes, mais en même temps, si j'ai une certitude quand même, c'est qu'on ne peut pas se complaire uniquement dans la contemplation fascinée de l'Apocalypse. Et je pense profondément, je dis souvent à mes élèves que l'optimisme n'est pas forcément un état d'esprit, mais c'est une espèce d'obligation morale. Donc parmi les quelques obligations morales que j'ai, c'est que je me dis, en tant que prof, si je suis là pour vous dire on va tous mourir, franchement, moi c'est moins grave que vous parce que j'ai quand même plus de décennies sur le compteur, mais c'est pas exaltant, quoi. Donc je me dis plutôt, on est plutôt là pour vous dire, il faut à votre tour essayer d'inventer le monde, à votre niveau, etc. Donc c'est ça, pour moi, le rôle fondamental d'un enseignant, c'est de donner envie quand même aux gens d'avoir un avenir. Et pas de contempler de façon effrayée la fonte des glaces, l'inversion, la disparition des espèces. Il faut le contempler, mais il faut se dire qu'il faut peut-être essayer quand même de regarder ça avec l'idée qu'on va peut-être trouver quand même des choses à faire. Donc voilà. Mais c'est sûr que ce n'est pas simple. Que je pense que pour des enseignants, je crois que moi, une des choses aussi que je crois, c'est qu'une école qui marche bien devrait proposer des choses assez différentes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas qu'une façon de faire de l'architecture, il n'y aura jamais une façon de faire de l'architecture. Donc il faut essayer aussi de donner aux étudiants une certaine idée de la diversité des possibles. C'est-à-dire on peut être Philippe Rham, mais on peut être aussi un formaliste, mais on peut être aussi un gars qui est passionné par la fabrication numérique ou par le mycélium, même, je suis prêt à me réconcilier avec le mycélium, etc. Et il faut faire vivre ça ensemble. C'est-à-dire que je crois vraiment, l'une des forces parfois des écoles américaines, alors je vous rassure, vous êtes largement aussi bons, si ce n'est pas meilleur, des fois en France. Les étudiants d'architecture sont réellement, vous êtes parfois même scolairement trop bons. Juste un test, qui a eu une mention au bac parmi vous? Voilà, vous avez compris. Alors, ça d'ailleurs vous pose des problèmes, c'est que de plus en plus dans les écoles, moi quand j'ai fait archi, il y avait vachement de mauvais élèves. J'étais le bon élève au milieu des mauvais élèves. Aujourd'hui, vous auriez tous pu faire des prépas ou Dieu sait quoi, etc. Du coup, vous êtes scolairement un peu trop bon même par rapport à ce métier. Mais je dirais, vous apprendre la diversité, vous apprendre qu'il va falloir choisir votre chemin, c'est ça le rôle d'une école. Et pas de vous engouffrer dans un tunnel. Et, alors, on a parlé de la question aussi du futur de la discipline, discipline de l'histoire de l'architecture. Moi, je voudrais revenir sur la question plutôt des outils de l'architecture, et des outils en particulier qui ont à faire avec aussi nos étudiants et nos étudiants.
il y a un passage de votre présentation qui m'a interrogé de façon positive, évidemment, beaucoup. Non, mais ça peut être de façon négative, hein, c'est fait pour aussi, hein, j'assume. Et c'est les passages dans lesquels, évidemment, vous nous présentez une évolution dans la question de ce que vous avez appelé la déstructuralisation de certaines principes de la tectonique et les rapports avec les outils de l'architecte, notamment l'arrivée du numérique, les nouveaux logiciels qui sont transcalaires. Et alors, ça m'a interrogé beaucoup. J'ai fait une vite réflexion sur ce qui était, par exemple, les outils historiquement de l'architecte, c'est-à-dire l'outil, par exemple, je pense à la Renaissance, l'importance d'aller sur les ruines, de mesurer l'architecture. J'ai pensé à la question du dessin. Là, vous avez ouvert, évidemment, avec les XXe siècle, la question, par exemple, de l'importance encore du trial and error, avec les tests. Et après, quand on s'approche avec les numériques, il y a des basculements qui m'ont un peu perturbé. Vous nous avez présenté, évidemment, la question de rentrer dans les logiciels avec sa puissance transcalaire, etc. Et si on s'approche, par exemple, à ChatGPT, etc., ce qui m'interroge, c'est que j'ai réfléchi à la dévisibilisation de ce qui sont les outils de l'architecture. J'essaie de m'expliquer. Avec des logiciels d'intelligence artificielle, on commence à arrêter d'utiliser des logiciels avec lesquels on dessine, on visualise. Oui, mais ça, c'est parce que ça n'aura qu'un temps. C'est parce que actuellement, il faut être honnête, le langage est le truc le plus facile à prévoir avec de l'intelligence artificielle. Pour l'instant, quand même, le 2D et le 3D, c'est un petit peu plus compliqué. Le 2D, ça a beaucoup progressé. Le 3D, non. On reste encore relativement élémentaire. Ça préserve d'ailleurs l'architecture pour un certain temps. Moi, si on met tous mes textes dans un truc d'intelligence artificielle, ChatGPT pourra faire du Python assez allègrement, sans trop de problème. Hein. Il y aura de temps en temps une grosse connerie parce qu'il inventera une référence, mais ça ne se verra pas trop. Donc je pense qu'il y a des évolutions plus profondes qui ont déjà eu lieu. C'est-à-dire que le dessin, par exemple, on est face à une génération qui continue parfois à utiliser le dessin, mais de façon très différente, qui utilise aussi la vidéo. Je dirais l'arrivée de la vidéo, l'arrivée d'autres façons de documenter le réel que le dessin de la Renaissance. Moi comme tu as fait ta thèse avec Gargiani, moi j'ai des côtés assez anti-gargianiens. Moi, je pense que la Renaissance, c'est mort. La modernité aussi. Donc, il faut faire avec et il faut se dire, je pense qu'il faut réinventer le rôle du... Alors, qu'on soit clair, moi je pense qu'il faut réinventer des formes de raisonnement sur l'échelle, mais qui ne sont plus données a priori. C'est-à-dire que je pense que parmi les tâches aujourd'hui de l'architecte, c'est de réinventer les échelles où elle veut travailler. Parce qu'on ne peut pas travailler en architecture sans échelle, malgré tout. Je ne suis pas non plus un révolutionnaire... débridé. Mais je pense que beaucoup de choses qui étaient figées autrefois, données d'emblée par la discipline, doivent être aujourd'hui négociées, etc. Donc c'est ça une des différences. Je pense que le rôle du dessin, il est quand même très probable, en tout cas pas chez tout le monde. Il y a beaucoup d'architectes qui ne dessinent pas. Et même des architectes éminents qui en fait dirigent leur agence à la parole. Je pourrais donner des noms, mais comme c'est filmé, je ne dirai rien. Mais bon, en fait, le disegno albertien, il y a des tas d'architectes qui n'ont jamais procédé comme ça. Donc aujourd'hui, le champ des possibles est beaucoup plus général. Ce qui définit quand même très souvent un architecte, c'est une capacité de suivre un certain cap et de s'intéresser à un certain type de problème avec un assez grand acharnement. Et ce n'est pas forcément le fait de dessiner, etc. C'est d'être capable aussi d'insuffler cet état d'esprit aux équipes qui fait travailler lorsque c'est un star architecte ou une star architecte, etc. Donc, en fait, c'est plutôt de définir un programme de recherche sur l'architecture à travers l'architecture. Donc ça passe par des tas de médias possibles. Alors, qui se sont beaucoup démultipliés avec le numérique, c'est vrai. C'est vrai que globalement, les élèves dessinent moins. Enfin, je ne sais pas, à Saint-Étienne, on leur fait faire beaucoup de dessins encore ou pas? Même beaucoup de maquettes. Non, mais la maquette, ce n'est pas le dessin, c'est autre chose. La maquette, tout le monde fait de la maquette encore,
parce que malgré tout, et ça c'est assez intéressant aussi, la simulation numérique n'a pas remplacé la maquette. Et ça, je trouve que c'est assez intéressant comme truc. À peu près partout dans le monde, enfin dans les écoles que je connais, on fait encore beaucoup de maquettes. C'était d'ailleurs un des plus gros problèmes, j'ai trouvé, au moment du Covid, parce qu'on arrivait à faire beaucoup de corrections. Enfin, j'ai regardé un peu ce que faisaient les collègues sur Miro et autres. Ça marchait assez bien, sauf la question des maquettes, qui était quand même un problème qu'on n'a pas résolu à l'époque, etc. Donc voilà. Donc non, je pense que si tu veux, il faut s'habituer. Je crois que c'est un peu déconcertant, mais il faut s'habituer à ce que beaucoup de choses qui nous paraissaient naturelles soient foulées aux pieds par les usages à venir. Et il faut s'y habituer. Mais il faut aussi dire aussi que le paradigme albertien n'a jamais en fait existé. Ça, c'est une fiction commode d'intellectuels de l'architecture. Jusqu'au XIXe siècle, les architectes sont souvent en continuité avec des entrepreneurs, avec des tas de choses, etc. C'est en fait... tout ça, c'est un peu fictif aussi. Par exemple, Vitruve, on ne comprend pas Vitruve si on ne tient pas compte du fait que dans la Rome antique, l'architecture est souvent pratiquée par des esclaves ou des affranchis. Et bon, alors j'ai une collègue à Harvard qui fait de l'histoire des jardins, notamment à Rome, et c'est le même problème. Les jardiniers sont souvent très bas dans l'échelle sociale. Donc en fait, Vitruve essaye désespérément, et les 10 livres d'architecture sont une tentative d'essayer d'élever le statut social. Mais en fait, c'est une fiction, là aussi, à l'époque. Bon, j'ai l'impression qu'on les a épuisés, oui. Là. Hein, s'il n'y a pas des autres questions... Oui, une question, une petite dernière question. Juste en réaction, est-ce qu'on a réussi à élever ce niveau social, ce statut social aujourd'hui de l'architecte ? On l'a élevé quand même considérablement, je dirais, au fil des siècles. Il ne faut pas exagérer, ne serait-ce que parce qu'aujourd'hui, vous allez sortir d'une école avec un diplôme Bac plus 5, etc., etc. Donc vous n'êtes plus en général en bas de l'échelle sociale. Alors c'est compliqué l'architecture, parce que c'est vrai que vous n'allez pas en général non plus gagner des 100 et des 1000, hein, il faut être réaliste. Mais oui, je pense qu'on y est quand même globalement plutôt arrivé. Le problème de l'architecture, c'est qu'il y a un côté, le gagnant rafle toute la mise. C'est-à-dire que... Alors, moi, je pense que cela dit, ce qui est intéressant, c'est que j'ai l'impression qu'on est en train de commencer à sortir du star system. Le star system, ça a été quand même la réorganisation massive de la profession. Là aussi, c'est lié au numérique, hein, clairement. Comme un autre truc, les agences transcontinentales. Aujourd'hui, beaucoup d'agences sont transcontinentales, parce que l'Internet permet de faire circuler les infos, les fichiers, etc. Et vous avez des foultitudes d'agences avec un bureau à New York, un bureau à Séoul, un bureau à Londres, etc. Ça, avant le numérique, ce n'était pas possible. Donc le numérique a accompagné finalement deux mouvements, la création d'agences géantes. Foster, c'est 1500 ou 1600 personnes, et c'est même pas la plus grosse des agences, etc. Et puis, c'est ce côté transnational, transcontinental, etc. Mais en même temps, aujourd'hui, on voit que les gens commencent à s'interroger sur ce modèle. Est-ce que ça a du sens encore, etc. Foster, c'est génial, mais en plus, il est très gentil, mais Foster, il est assez marrant parce que c'est un passionné d'avion, donc très souvent, vous négociez. En fait, quand vous négociez un contrat avec Foster, vous négociez. Il y a des contrats, il y a des trucs chez Foster dans lesquels il ne viendra pas. Et en fait, ça va être traité par une équipe. S'il faut qu'il vienne, alors vous allez signer un contrat dans lequel il vient une fois avec son petit avion, il passe 3 heures, ensuite il donne le crowbar à une équipe. Enfin, tout est bon. Mais ça, on est peut-être vers la fin de ce monde-là, peut-être. Même si on n'a jamais vu encore autant de pratiques transcontinentales. Moi, j'ai un collègue à Harvard qui a une agence à Mumbai. Et Mumbai-Harvard, c'est à peu près une vingtaine d'heures de vol, hein, quand même. Lorsqu'il arrive à Paris, non, peut-être, ouais, presque quand même, hein, ou 16-18 heures. Lorsqu'il arrive à Paris, il faut encore qu'il reparte à Mumbai. Vous avez pas mal de gens aussi, c'est des emplois du temps de dingue. Et bon, peut-être que ce monde-là devra un jour disparaître. Voilà. Je dirais que c'est une très belle conclusion et je vous remercie beaucoup Ça vous en prie. pour les temps que vous nous avez dédiés. Merci.